Donc effectivement, on va commencer cette partie-là en faisant une brève introduction. Donc, ce qu'on pouvait lire jusqu'à très peu longtemps par rapport à la PIF, c'était effectivement une issue qui pouvait être délicate, voire malheureusement très compliquée, avec un taux de mortalité très élevé. Donc là, je vous ai remis des captures d'écran avec des publications jusqu'aux années 90, voire 2000, où effectivement, on savait que cette maladie était létale. À la suite de ça, effectivement, de nombreuses études ont essayé de trouver un traitement à cette affection-là, et notamment en utilisant les données de la médecine humaine. Donc, je vous ai mentionné sur cette diapo, effectivement, les molécules sur lesquelles certains travaux ont été publiés, avec des effets divers. La progression dont vient de parler Sébastien, on la doit en partie à la médecine humaine. Donc, je vous ai remis ce graphique qui présente l'évolution de la classe dont on va parler des antiviraux. Et donc vous voyez au cours de la dernière cinquantaine d'années, cette évolution elle est en partie liée au travail qui a été fait sur le HIV humain. Mais donc effectivement cette classe thérapeutique a largement évolué. Nous amène donc à parler de la classe des analogues des nucléosides, et donc plus particulièrement des deux molécules qui sont mentionnées ici, donc le remdesivir et un collègue, le molnupiravir. Et donc on va particulièrement parler aujourd'hui du JS. Donc ici, une introduction un petit peu plus illustrée pour bien comprendre à quoi correspond cette molécule du remdesivir ou de son équivalent. A key enzyme in this process is RNA polymerase, which synthesizes the nucleotide components that make up the RNA strand. Remdesivir appears to this enzyme as adenosine, one of the nucleotides. The RNA polymerase grabs remdesivir and attaches it to the chain. But after doing so, further nucleotides are unable to attach, thereby terminating the replication process. By prevent coronavirus 2. Du coup, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais, pour résumer, cet analogue des nucléosides va bloquer tout simplement la production de notre chaîne ARN par le fait qu'il ne peut plus y avoir d'autres analogues, d'autres ARN, fragments d'ARN qui s'associent à la suite et du coup va limiter la réplication virale. Remdesivir et GS ont un lien qu'on va rappeler ici. Donc le remdesivir est la prodrogue du GS 44-15-24. Sa particularité, c'est que la demi-vie est courte, on va être sur 1 à 1 heure et demie. Ce qui va faire qu'en termes d'application pratique, cette molécule est principalement administrée par voie injectable. Contrairement au GS, qui a une demi-vie qui va être plus longue et qui va nous intéresser et être utilisable en voie orale. Le cousin, donc le molnupiravir, est un analogue de la citidine et le principe va être le même que celui illustré dans la vidéo. Vous voyez qu'après son insertion, d'autres substances, molécules ne peuvent plus s'associer pour former le brin d'ARN. Donc, c'est l'étude historique de Pedersen aux États-Unis qui est vraiment le vétérinaire qui a le plus travaillé sur cette affection, qui est vraiment le point de départ du développement du JS 44-15-24 pour son application en clinique comme on peut commencer à la connaître, avec la première grosse série de cas qui date d'avant les années 2020, où vous voyez les doses sont différentes de celles qui sont maintenant recommandées pour ceux qui sont un petit peu connaisseurs. On avait des doses différentes, des cas très hétérogènes en termes de présentation et des survies qui ne sont pas encore comparables à celles qui sont rapportées. C'était vraiment l'étude Princeps. Une étude s'est penchée sur les conséquences potentielles de ce marché illégal, donc, qui pouvait être très varié, donc à la fois pour les propriétaires avec un facteur de stress, de savoir ce qu'on administrait aux patients bien sûr, des coûts qui étaient très variables et donc on pouvait s'interroger sur qu'est-ce qu'on achetait réellement, et pour le chat bien sûr aussi, en fonction de la substance utilisée, des composés qui pouvaient être associés, parfois des réactions secondaires locales, douloureuses, parfois des infections, qui effectivement pouvaient être très problématiques. Dans les dernières données, on confirme vraiment l'utilité de cette molécule GS 44-15-24. Donc maintenant, sur les 2 à 3 dernières années, on a beaucoup de séries de cas. Je vous présente ici celle qui a le nombre de chats le plus important. Et ce qui est intéressant, qui regroupait des cas de formes cliniques variées, donc à la fois péritonite infectieuse, humide et sèche, avec des taux de réponse au traitement qu'on va retrouver à travers différentes études qui sont d'au moins 80%. Et effectivement, certains facteurs pronostiques qui commencent à émerger avec la résistance potentielle des formes neurologiques ou oculaires.
Donc, dans les dernières données, ceux qui sont les plus proches de nous, on confirme ces résultats-là très positifs, avec un taux de réponse de près de 86%. Et effectivement, les cas d'essais rapportés sont souvent des cas de forme diagnostiquée tardivement, avec déjà un état clinique très dégradé. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a à la fois une réponse clinique et biologique rapide, avec une amélioration, voire une disparition de certains symptômes précoces, comme la fièvre ou les épanchements. Des données sanguines comme l'hyperbilirubinémie dès 20 jours, et l'évolution plus tardive, parfois une anomalie qui peut persister, on le reverra après, du ratio albumine sur globuline, qui peut être vraiment tardive dans son amélioration à partir de 60 jours. Merci beaucoup Elisabeth pour cette rétrospective sur remdesivir et GS 44 15 24. Ce qu'il était important pour nous de souligner, c'est qu'effectivement, on a une étape de franchie, puisque là, à partir depuis quelques semaines maintenant, le traitement, effectivement, vous allez pouvoir en disposer de façon complètement légale et au travers de la prescription de préparation magistrale. Et pour repartir sur le contexte de la préparation magistrale, il nous paraissait très important de faire un rappel effectivement de cette réglementation et de la définition d'une préparation magistrale vétérinaire. Une préparation magistrale vétérinaire, c'est avant tout un médicament, c'est un statut de médicament. C'est bien évidemment un médicament qui va être fabriqué de façon extemporanée, c'est-à-dire qu'on va attendre de recevoir l'ordonnance, la prescription du vétérinaire pour la produire. Donc cela nécessite une ordonnance et c'est bien évidemment nominatif. C'est pour un animal donné, donc c'est vraiment un médicament sur mesure. Dans le contexte actuel, bien évidemment, avec le respect de la cascade, vous savez que la préparation magistrale, un bref rappel de la cascade, la préparation magistrale arrive en 3e niveau. C'est-à-dire, elle arrive, c'est une alternative thérapeutique pour vous quand les spécialités en médecine humaine, en médecine vétérinaire ne sont pas disponibles. Ensuite, si en vétérinaire vous ne les avez pas, vous allez regarder au niveau des spécialités en médecine humaine et si une fois ces deux étapes-là, ces deux niveaux-là passés, vous n'avez pas d'autre solution thérapeutique, on arrive à la préparation magistrale vétérinaire. Il y a un contexte réglementaire concernant, vous avez le droit bien évidemment de fabriquer, à partir du moment où vous respectez les normes, vous avez le droit de sous-traiter, vous avez le droit de détenir pour votre compte et votre usage professionnel de la préparation magistrale. Et c'est vrai que par rapport à nos textes, notamment nous, notre cadre réglementaire des BPP, les BPP ne font pas la différence entre une préparation magistrale en humaine ou en vétérinaire. Du côté vétérinaire, on a un texte qui date un peu de 2004 et qui dit, qui ne gère pas la sous-traitance, qui n'indique pas la sous-traitance. Il est possible de confier la réalisation à un pharmacien, mais on ne parle pas de sous-traitance. Et devant ce vide juridique, on va dire ça comme ça, nos autorités en fait ont proposé une ordonnance en fait en mars 2022 qui avait l'avantage sur l'article L5143.2 et le L5143.9.1 de bien définir qui a le droit de fabriquer, de produire une préparation magistrale et qui a le droit de délivrer une préparation magistrale à un propriétaire. Et donc cette ordonnance, elle est en stand-by depuis mars 2022. Je vous ai mis les références de cette ordonnance. C'est la 414 article 5 du 23 mars 2022. Elle est en stand-by, donc et elle a le mérite au moins d'être claire, de dire qui peut faire quoi. Mais c'est vrai qu'avec la succession des différents ministres de la Santé, cette ordonnance est passée un peu à la trappe et on l'attend, surtout dans un contexte avec l'arrivée du GS. Donc, en synthèse et pour résumer, vous avez le droit, bien évidemment, de détenir, de stocker une préparation magistrale pour l'administrer à un de vos animaux, que ça soit en consultation ou en hospitalisation. Attention,
pas de traitement en prévention et pas de stockage pour se dire, bah, tiens, si dans 15 jours j'ai un animal qui arrive avec une PIF, j'aurai de quoi faire sous la main. Non, ça c'est juste pas possible. Un petit mot sur la molécule qui sera à disposition, d'ici quelques jours, pour dire allez, maximum quelques semaines, une molécule d'origine internationale, d'origine bova, qui est bien décrite de par des études complètement indépendantes et qui a déjà été administrée à plus de 300 000 animaux. On vous la proposera en fait en suspension buvable. Ça, c'est le gros intérêt, c'est la galénique en suspension buvable qui sera dosée à 50 mg par millilitre dans des flacons de 38 ml. Et vous pourrez l'administrer donc de façon totalement flexible, facile, aussi bien pour vous à expliquer et ensuite quand le propriétaire prendra le relais. En fonction de l'évolution de la pathologie et aussi du poids du chat, parce qu'on espère bien que les chats qui reçoivent ce traitement vont reprendre du poids. Très rapidement, on vous a mis une notice de synthèse dans vos pochettes et aussi vous dire que les préparations magistrales que vous recevrez à base d'EGS auront toutes une notice nominative qui permettront de bien visualiser la pipette qui sera utilisée. Ça ne sera pas toujours la même pipette en fonction du poids du chat et qui permettront de bien comprendre le schéma thérapeutique et de bien accompagner les vétérinaires dans ce cadre-là. Et je terminerai, je vais repasser ensuite la parole à Elisabeth. Je terminerai juste sur le fait qu'on mettra à disposition au moment où les préparations seront disponibles, on mettra à disposition en fait un petit outil qui est juste un outil indicatif du nombre de flacons qu'il vous faudra. Alors je ne sais pas, elle ne se lance pas. Peut-être enlever là ça, ouais. En fait, un petit outil vraiment pour avoir une idée par rapport au chat qui est en face de vous, par rapport au dosage que vous souhaitez, à la clinique que vous souhaitez administrer, avoir une idée en fait. Vous voyez là, on complète le poids du chat, la dose. Ah non, vous ne le voyez pas vous. Nous, on le voit sur cet écran, mais vous ne le voyez pas. Enfin bon, voilà, juste pour vous dire... on aura l'occasion d'en reparler, mais je vais peut-être vous montrer ici. Vous voyez, vous aurez juste à compléter en fait le poids du chat, le dosage que vous attendez par 24 heures. Et ensuite, de façon facultative, totalement facultative, si vous estimez attendre une prise de poids ou pas, vous pouvez soit mettre 0, soit 100 grammes. Enfin, en tout cas, c'est un menu déroulant. Et ça vous donne le nombre de flacons pour un traitement sur une base de 84 jours. C'est des données que vous pouvez trouver dans la littérature, donc juste le fait effectivement que la solution soit adaptable, ça permet de cibler toutes les formes de PIF. Vous voyez que la dose de traitement recommandée n'est pas la même, donc de 15 mg par jour jusqu'à 20 mg par jour pour les formes neurologiques. Et donc les données de réponse, vous pouvez les avoir de toute façon dans toutes les publications sur la PIF. Donc pour être très brève, effectivement, test très intéressant puisqu'ils permettent d'avoir négativement, très rapidement des prélèvements sur les selles, sur le sang. Et donc pour les animaux qui sont suivis après décès aussi, on ne retrouve pas ce virus dans les tissus, donc preuve que vraiment l'infection est sous contrôle. Donc une molécule vraiment très très intéressante qui va révolutionner la prise en charge de cette maladie. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.